Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce Pépite 4P. Je vais vous présenter l'agenda de ce matin et les questions auxquelles Jonathan et moi allons répondre. Tout d'abord, pourquoi évoluer? Quels sont les constats, les besoins? Comment intégrer l'évolution des nouveaux canaux digitaux dans les métiers traditionnels du back-office et de la réclamation? Comment évoluer d'un monde de gestion silotée vers la multicompétence? Et enfin, à quoi ressemblera le métier d'agent en 2025? Alors, Marie-Hermine l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que ces dernières années, et soutenues par la crise, les experts de la relation client et les marques ont accéléré leur investissement dans les canaux, les capacités digitales des services clients, les services d'assistance, de vente, tout cela dans le but d'offrir une meilleure expérience à leurs clients. Donc oui, la relation client a radicalement évolué et l'accélération du digital, elle, a créé de nouveaux besoins, obligeant ainsi les fonctions et services clients à devoir constamment s'adapter pour être au plus près des attentes des consommateurs en matière d'immédiateté, d'efficacité et d'accessibilité, bien sûr. Alors, les habitudes des consommateurs ont évolué et les clients privilégient désormais les interactions en ligne, en particulier pour ce qui est des demandes simples. Et tout cela est possible grâce à la digitalisation qui a accentué l'autonomie du client, notamment avec la mise en place d'espaces clients et de self-care, simples d'utilisation et surtout accessibles à tout moment et en tout lieu. En revanche, pour résoudre les points de friction dans leur parcours, les consommateurs, les clients, eux, exigent un service de qualité. Cela fait donc du service client un point de contact essentiel. Dans tous les cas, quelle que soit la manière dont les consommateurs interagissent, ils veulent un service simple, immédiat, efficace et rapide. Et si une organisation ne remplit pas ces critères, ils n'hésitent pas à comparer et voire aller ailleurs. Différentes études montrent d'ailleurs que cette tendance semble loin d'être passagère. Alors, pourquoi le métier doit évoluer? À mesure que les offres de canaux se développent et évoluent, les organisations et conseillers s'adaptent à de nouveaux outils, canaux, processus, tout en devant faire face à une hausse des attentes et exigences des clients. Dans un premier temps, il est important de rappeler que les centres de contact sont à la fois des entités et des structures de productivité et de services. Il s'agit donc pour nous d'allier deux aspects de la performance. Et plusieurs facteurs agissent ainsi pour offrir la meilleure expérience aux clients et aux acteurs de cette expérience au quotidien. Tout d'abord, la capacité de prendre en charge tous les flux sur tous les canaux, grâce notamment au routage, à l'optimisation de la prise en charge. Ensuite, par le pilotage et le monitoring, pour permettre de modéliser l'activité, de suivre les variations de charge et de définir les indicateurs clés. Bien sûr, les conseillers, travaillant sur les profils, les parcours de formation qui leur permettent d'acquérir les compétences métiers, produits qui leur sont nécessaires au quotidien. Et enfin, l'organisation. Quel modèle doit être mis en place? Par pôle, par produit, par activité, par canaux, par compétences. C'est donc bien l'agilité de ces différentes composantes qui permet une adaptation aux évolutions des attentes et des comportements clients. Et bien sûr, d'atteindre les objectifs de qualité et de performance. La multiplicité des canaux et l'accélération du digital a donc bien bousculé les organisations. Et effectivement, parfois silotés ou trop silotés, certains modèles se sont avérés incompatibles avec les attentes des clients et les parcours clients. Pour vous donner un exemple, c'est le cas du client qui est transféré d'un service à un autre pour avoir l'ensemble des réponses à ses questions. Au niveau du collaborateur, nous avons aussi besoin de mieux l'accompagner et lui donner du sens dans son quotidien. C'est une manière pour nous de le fidéliser. Effectivement, la transition digitale, elle s'est largement confirmée durant cette crise sanitaire, boostée par les Uber, les Amazon, Blablacar ou autres précurseurs du secteur. Et lorsqu'on fait le constat, aujourd'hui, plus de 55% des interactions avec les clients sont désormais digitales en Europe, ce qui représente à peu près un bond en avant de 3 ans par rapport aux prévisions avant la crise. Ces usages, ils sont effectivement désormais démocratisés, ce qui vient aussi booster les volumes sur les canaux plus traditionnels, comme le mail ou le self-care, pour toujours cette recherche d'instantanéité et d'accessibilité. Et pour autant, les challenges y restent nombreux, puisque le parcours client, comme l'a souligné Elvira, commence souvent bien avant que le consommateur interagisse avec un agent en live, passant d'un canal à un autre avec plus ou moins de fluidité et de cohérence. Et on estime aujourd'hui que la moitié des clients utilisent entre 3 et 5 canaux différents pour chaque demande, ce
qui vient encore une fois souligner ce manque de visibilité sur les parcours clients et le traditionnel silotage des activités de la relation client, commerce, service après-vente, marketing ou autre. Cette évolution des usages, elle a forcé bien évidemment le secteur de la relation client, mais comme tant d'autres, à s'adapter très rapidement. Mais pour autant, une étude de l'Association pour l'emploi des cadres confirme que 39% aujourd'hui des cadres ont perdu en visibilité sur le travail de leurs collaborateurs. Et pour 36% d'entre eux, encore une fois, les échanges individuels sont devenus plus difficiles. Il n'y a pas eu suffisamment de réflexion sur la refonte, la réorganisation du travail, et les managers ont dû gagner des marges de manœuvre par eux-mêmes pour accorder plus d'autonomie à leurs collaborateurs. Les managers, ils restent encore en recherche d'équilibre et ils soulignent aujourd'hui 3 besoins majeurs. D'abord, le besoin de renouvellement technologique. Migrer vers des infrastructures cloud qui soient performantes et sécurisées pour une accessibilité totale. Deuxième point, intégrer le digital sur l'ensemble du parcours client. Et enfin, disposer de solutions efficaces et adaptées pour la gestion d'opérations qui sont toujours plus complexes, multicanaux, multisites, multicompétences. Et le besoin aussi de stratégies claires de travail hybride qui puissent permettre de concilier les besoins des opérations et les besoins des collaborateurs, de garantir les engagements de service et de continuer à entretenir le lien avec l'entreprise et le sentiment d'appartenance. Troisième et dernier point en termes de besoin d'évolution, c'est le besoin d'évolution des pratiques managériales, aussi bien dans les process métiers que dans les outils utilisés pour la formation, qu'elle soit à distance ou sur site, le coaching, les écoutes, les débriefings, les plans d'action et le management de la performance, piloter et animer au quotidien la performance en mode hybride. Dans ce contexte complexe, la question effectivement qui se pose pour tous les acteurs de la relation client, c'est de savoir comment intégrer ces évolutions. Alors, l'analyse du parcours client, la cartographie des motifs des contacts, ainsi que le niveau de complexité et le mapping des compétences nécessaires sont essentiels pour aligner les parcours clients et le dispositif opérationnel. La réussite d'une organisation, elle tient à sa capacité à identifier les motifs de contact client et les compétences clés à mettre face à ces demandes. Sans développement de cette matrice, c'est prendre le risque d'une joignabilité omnicanale déficiente et d'un taux de résolution au premier contact, notamment, qui serait beaucoup trop insuffisant. Donc, cartographier et analyser tous les points de contact du parcours permettent notamment d'identifier l'écart entre la perception que les directions métiers ou expérience client ont du parcours et la réalité vécue par les clients. L'effort client pour obtenir une réponse à sa demande est souvent en décalage. Dans le cadre de la gestion des réclamations, par exemple, cette cartographie est d'autant plus pertinente puisqu'elle permet de mieux appréhender tout le process autour du parcours et d'identifier le chemin générateur, le contexte client, le processus, l'outil, le média. L'objectif étant ainsi d'effacer tous les points de friction. Enfin, l'intégration des nouveaux canaux digitaux doit être pensée dans une articulation, une coordination globale avec les canaux traditionnels. La cible étant de traiter les interactions comme un tout, formant une seule et même conversation sur tout le parcours client. Cette vision cible des parcours clients, elle, ne doit pas être figée. Elle doit surtout toujours pouvoir évoluer. Du coup, la question qui se pose, c'est quelle stratégie adopter pour faire évoluer ces parcours clients et réussir sa transformation de l'expérience client. D'abord, il convient d'obtenir une vision complète, comme l'évoquait Elvira, de ce parcours client, et ce, quel que soit le canal. Donc, cette vision, elle passe par une confrontation des différentes sources de retour client pour obtenir une vision à 360. Le premier angle sont les enquêtes de satisfaction. Là, on va pouvoir développer une planification d'envoi adaptée pour chaque canal à vos clients et à vos processus. Gardez en tête que le ressenti client ne sera pas le même, d'une part selon le motif et d'une part selon la temporalité, selon que l'on mesure à chaud, à J+1 ou à J+7. Le deuxième angle, c'est l'analyse des interactions. Les programmes qualité traditionnels, écoute terrain par un humain, qui soit formateur, manager, responsable qualité, vont permettre d'analyser en moyenne que 3 à 5% des interactions.
Et la mise en place de solutions d'enregistrement et d'analyse intelligente de ces interactions, qu'elles soient speech ou text analytics, vont permettre de dépasser ce cap pour analyser 100% des interactions et vous donner une vision réelle, exhaustive de ce que disent et ressentent vos clients. L'utilisation en plus de solutions dites de Customer Journey vont, elles, pouvoir compléter cette vision avec des notions de métriques plus détaillées sur les points d'entrée et les parcours utilisés par vos clients. Le dernier angle, et non des moindres, ça va être le retour du terrain. Les équipes en centre de contact sont bien évidemment les sources de ces retours via les différents rituels managériaux ou moyens de communication que vous allez pouvoir mettre à disposition. Encore une fois, pour peu qu'on y accorde suffisamment d'écoute et que l'on structure ces retours via des solutions adaptées. Cette vision claire et détaillée, elle est essentielle, puisqu'elle va vous permettre par la suite d'adapter l'expérience client et de proposer aux consommateurs un self-care plus efficace, une prise en charge des actes identifiés grâce à cette cartographie des interactions, cette prise en charge donc des interactions à faible valeur ajoutée de la part de vos conseillers. Par la suite, vous allez pouvoir développer des expériences hyper personnalisées via une identification plus précise des motifs, des profils clients qui va vous permettre de définir une stratégie de mise en relation adaptée vers l'interlocuteur le plus compétent pour répondre à la demande. Gardez en tête qu'on va pouvoir mettre en place des stratégies différentes selon qu'on soit sur une première demande ou selon qu'on soit sur une relance qui va nécessiter davantage de connaissances ou d'expertise métier. Et troisième et dernier point pour adapter cette expérience, ça va être la capacité à instaurer un plan qualité de terrain, aussi bien au niveau coaching que formation efficace, qui va cibler les motifs ou les interactions les plus critiques, les plus impactantes pour vos équipes, pour vos clients, pour votre image de marque. Une fois que tous ces standards sont mis en place, vous allez pouvoir développer une approche proactive. Cette réelle compréhension des comportements clients va nous permettre de développer des schémas de prédiction, de prévision de la prochaine action client, et ces prévisions seront une source d'informations précieuses pour adapter votre stratégie et vous donner suffisamment de temps pour préparer et mettre en place les évolutions nécessaires, que ce soit l'optimisation de la planification de vos ressources, l'adaptation de votre self-care ou le renforcement de votre coaching sur le terrain ou de vos formations. Mais en 2022, quand on parle de transformation client, bien évidemment, on en parle aussi de transformation digitale. Et comment l'orchestrer de manière sereine? Les canaux et les solutions sont nombreux et parfois complexes de savoir par où commencer. Premier point, c'est de commencer par proposer une relation multicanale complexe et d'utiliser la connaissance client acquise pour identifier les nouveaux canaux pertinents. Si Facebook Messenger totalise 1,3 milliard d'utilisateurs dans le monde, ou WhatsApp 2 milliards par exemple, la question à se poser, c'est quel est le canal pertinent pour le profil de vos clients et pour quel type de demande. Il va falloir choisir intelligemment voire les canaux, mais surtout s'y tenir pour ne pas disperser les efforts et garantir la qualité de l'expérience client sur son ensemble. La deuxième étape, c'est d'instaurer des canaux unifiés pour le self-care, la voix et le digital, en améliorant la visibilité de vos points d'entrée et en simplifiant leur accès. Le fait de les limiter va aussi vous permettre d'assurer un meilleur filtrage et de faciliter l'exploitation des données qui sont liées à ce trafic. Par la suite, ça va aussi vous permettre d'intégrer un filtrage efficace de ces demandes afin d'identifier de la manière la plus précise possible quel client pour quelle demande et ainsi diriger efficacement soit vers vos outils de self-care, soit vers le conseiller le plus compétent pour traiter cette demande. Et enfin, instaurer un routage omnicanal sans effort qui va permettre à vos clients et à vos équipes de transiter facilement du chat vers la voix ou le courrier en fonction des besoins de l'interaction. Tout ça mis en place, il faut s'assurer de garantir une expérience uniforme sur l'ensemble des canaux et avec le même niveau d'attente. Pour ça, je vous conseille de déployer l'enregistrement et l'analytics, comme je l'évoquais, sur l'ensemble de vos canaux. Si possible, d'interfacer ces outils avec votre CRM, qui vous permettent d'obtenir une vue, encore une fois, exhaustive de vos parcours et de vos actions. Et d'intégrer l'omnicanalité également dans vos schémas de prévision et de planification de vos collaborateurs afin de vous affranchir justement des limites par canal
pour se baser uniquement sur les niveaux d'expertise requis. Et parce que le premier relais de cette transformation, c'est avant tout l'humain, nous, conseillers, sont le premier vecteur de cette évolution majeure. Et elle ne peut pas réussir sans une transformation collaborateur également. Alors, tout à fait, la multicompétence des collaborateurs, elle répond à deux enjeux majeurs. Tout d'abord, augmenter la productivité, l'efficacité, la rentabilité des dispositifs opérationnels. Et bien sûr, le deuxième enjeu est de rompre la chaîne de friction et générer la satisfaction client par la résolution immédiate de toutes les problématiques du client. Donc, cette dernière approche place le client final au cœur des attentions. Mais ce modèle doit être pondéré par la prise en compte d'un élément clé de sa réussite, le collaborateur, le bien-être du collaborateur, l'engagement du collaborateur, sa capacité à aller chercher la satisfaction client dans une posture care et de soin de son client. On l'a évoqué tout à l'heure, l'augmentation de la self-carisation permet au conseiller de s'affranchir de tâches à peu de valeur ajoutée et parfois répétitives. Et désormais, il peut ainsi se consacrer entièrement à son client et lui apporter toute sa valeur de conseil et d'aide. Et pour que le conseiller soit ou devienne le pilier de la relation client, une organisation vertueuse de la multicompétence ne doit pas se construire en multicouche ou en multicasquette. Cela ne sert à rien d'avoir 50 compétences si celles-ci ne sont pas bien maîtrisées ou qu'elles sont mal utilisées. Il s'agit avant tout d'un enrichissement des compétences inscrites dans le parcours, tenant compte des habiletés natives des conseillers, de leurs appétences et d'une cohérence dans les parcours de formation. Pour cela, il ne faut pas rechercher la maîtrise de toutes les demandes ou process, mais plutôt la maîtrise d'une partie du parcours qui aura été définie et qui sera applicable sur tous les canaux. Il est donc important de donner le cadre et le moyen aux conseillers pour réaliser leur mission de care, de prendre soin du client et d'être dans l'efficacité. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais le réaffirmer, ma conviction est que cette évolution et ce sens donné aux collaborateurs contribuera à les fidéliser, surtout dans le contexte actuel de fortes tensions que le secteur subit au niveau du recrutement. En effet, le recrutement et l'attrition sont des points d'attention pour toutes les organisations actuellement, pas que celle de la relation client. Et 2 ans après le début de la pandémie, les principales difficultés pour les équipes relations clients en matière de travail à distance sont désormais plus claires. Deux grandes tendances se dégagent aujourd'hui lorsqu'on analyse de plus près ces retours et soulignent le besoin de transformation pour nos collaborateurs au travers, donc, d'abord, de ce besoin de coaching, de formation et d'accompagnement qui se révèle exacerbé par cette perte de contact. Les conseillers ont encore plus besoin de sens, de visibilité et de soutien pour se sentir engagés. Deuxième point, c'est la stratégie de travail hybride qui est adaptée, qui est essentielle pour continuer à développer le lien et l'appartenance à l'entreprise, l'activité ou l'équipe, tout en accordant flexibilité et équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Nos collaborateurs ressentent au fond les mêmes besoins que nos clients. Ils ont besoin au même titre d'une transformation de leur propre expérience. Mais comment assurer cette transformation? D'abord, le premier point, c'est d'adapter leur environnement à leurs attentes, les comprendre en tenant compte de leurs caractéristiques et de leurs préférences personnelles, leur permettre de passer d'un environnement rigide et uniformisé à un monde flexible basé sur les préférences et les besoins. Il est essentiel de faire participer, par exemple, les collaborateurs plus activement à la gestion de leurs horaires et leur emploi du temps, au travers du choix du jour de travail sur site ou à distance, des bourses d'échange, d'offres de changement préapprouvées, accessibles depuis leur téléphone mobile, n'importe où, et à n'importe quelle heure. Deuxième point, c'est de les impliquer et de les motiver, sortir d'une approche uniformisée et trouver de nouvelles façons créatives d'impliquer les collaborateurs, comme par exemple leur permettre de fixer des objectifs de manière personnalisée en fonction de leur personnalité, leur appétence, leurs besoins ou leur expérience. Leur donner les moyens d'utiliser des méthodes de coaching smart adaptées, comme par exemple l'auto-évaluation des interactions, le calibrage avec son manager ou son formateur, ou les motiver via des fonctionnalités avancées de gamification qui vont permettre de créer un sentiment de réalisation commun et de renforcer également l'envie de dépassement de soi. Par contre, il faut aussi se donner les moyens d'optimiser des équipes
toujours plus complexe, avec le nombre croissant de compétences, de sites et justement de préférences individuelles des employés, il devient plus complexe de gérer correctement nos ressources. Aujourd'hui, les solutions plus traditionnelles sont plus adaptées pour gérer les nouveaux usages, tels que le traitement simultané pour le chat, les traitements asynchrones pour le mail, par exemple, ou encore les cas d'élévation d'un canal vers un autre. Et l'utilisation d'algorithmes de prévision multicompétences, multisites, est désormais indispensable pour optimiser de tels niveaux de complexité et offrir la flexibilité attendue par vos équipes. Alors, à quoi ressemblera le métier d'agent en 2025? En toute transparence, je préfère rester prudente et modérée avant de faire des prédictions pour 2025, surtout que ces 2 dernières années nous ont montré que nous ne pouvons avoir aucune certitude. Mais on voit bien que certaines tendances sont indiscutables et qu'elles feront partie du paysage de la relation client de manière durable. Tout d'abord, et on en a parlé tout au long des échanges avec Jonathan, de plus en plus de digitalisation des interactions et donc des consommateurs de plus en plus autonomes, mais également des exigences clients accrues lors des échanges avec les marques. Il faut garder à l'esprit que chaque client est unique. Chaque client a des attentes et des comportements différents en fonction de son âge, de son rapport à la sécurité, à la confidentialité, de sa situation personnelle, de son historique avec la marque. Et chaque parcours, échange, expérience comporte des moments mémorables qui suscitent l'émotion, des points forts ou des points de friction tolérables, ou même parfois des moments douloureux et décisifs. Il ne peut donc pas y avoir d'approche unique en matière de relations clients. Il s'agit bien de s'adapter à chaque situation, à chaque personne, selon le contexte, pour laisser une impression positive, durable. C'est pour cela que le conseiller de 2025 sera dans l'échange, dans la conversation. Il créera un lien durable avec son client, basé sur l'écoute, la bienveillance et l'empathie. Et pour lui permettre d'être vraiment avec son client, il faudra qu'il puisse s'affranchir du geste métier complexe grâce à des technologies simples, intuitives, laissant toute la place au dialogue. Donc, les conseillers de demain ne géreront plus des réclamations, des dossiers, des tâches. D'ailleurs, il faudra peut-être que cette terminologie évolue également, mais les conseillers de demain géreront bien des échanges et des clients. Lilia, vos conseillers sont les premiers influenceurs de l'expérience client. Et la question, c'est comment leur permettre de concentrer leurs efforts sur leur valeur ajoutée lorsqu'ils sont prisonniers du quotidien et de tâches sans intérêt. Chez NICE, notre vision, c'est que le conseiller de demain dispose, comme le consommateur d'aujourd'hui, de son assistant virtuel personnel qui va lui permettre de se libérer des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée, arrêter les copier-coller, les vérifications sur des systèmes tierces, etc. De garantir que chacune de ces actions soit conforme aux attentes ou aux réglementations aux vigueur, de s'affranchir du canal employé pour se concentrer véritablement sur le besoin client grâce à une interface adaptative en fonction du canal, de disposer de conseils en temps réel afin d'adapter sa posture à la situation et aux sentiments perçus par le client, de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et continu en phase avec son expérience, ses besoins et son niveau de performance. Et enfin, bien sûr, d'équilibrer vie privée et vie professionnelle avec toujours plus de joignabilité, de flexibilité et d'instantanéité. Que retenir en synthèse de cette session? Quel point majeur pour intégrer l'évolution des nouveaux canaux digitaux et évoluer d'un mode de gestion siloté vers la multicompétence? Premier point, comme on l'a évoqué avec Elvira, connaître son client, son parcours, ses habitudes, ses attentes. Deuxième point, s'affranchir des silos pour toujours plus de communication et de cohérence au travers de votre parcours client. Rendre ce parcours client plus fluide, quel que soit son point d'entrée, aussi bien du niveau client que du niveau agent. Développer intelligemment la polyvalence de vos équipes en se concentrant davantage sur l'expertise et la valeur ajoutée de vos agents que sur la nature du canal. Et enfin, encourager, développer la valeur ajoutée de vos collaborateurs, comme on l'a vu tout au long de cette session, ils sont la première force de votre relation client.